Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH, émission quotidienne du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux de vous retrouver. En première ligne, c'est tous ceux évidemment qui sont en première ligne, chefs d'entreprise, DRH, mais aussi ceux qui accompagnent les entreprises dans leur transformation. Et on va découvrir une étude passionnante. Plus de 12 500 personnes ont répondu justement sur ce qui a modifié le confinement dans leur rapport au travail. On y reviendra dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. L'inclusion dans le cadre de la semaine du handicap, comment faire? Est-ce que les entreprises jouent le jeu? On fera le point dans quelques instants avec les invités de Welcome. Et puis dans le cercle RH, on parle du Made in France. Alors c'est un sujet classique, mais est-ce que ce Made in France, c'est la garantie d'avoir des emplois 100% français? Il faut sauver l'emploi ici en France. On parlera de l'artisanat évidemment, et puis des produits fabriqués en France. Ça sera notre débat. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le recrutement par SMS. Oui, c'est possible. Celui qui l'a fondé et inventé sera avec nous pour nous parler de cette innovation en matière de recrutement. Mais d'abord, en première ligne, et cette étude passionnante. En première ligne, notre nouvelle rubrique et première rubrique, quelles sont les attentes des salariés après ce confinement? Nous y sommes encore dans ce confinement. On en parle avec Frédéric Baletti. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur expérience collaborateur chez KPAM. C'est 15 collaborateurs et une étude passionnante. Souvent, c'est des études sur un panel de 1000 personnes, 2000 personnes. Là, vous aviez géré une base de données très large de 27 000 personnes interrogées. 12 500 ont répondu et il en ressort des choses très intéressante avec deux questions posées. D'abord, les deux questions posées, c'était lesquelles? Alors d'abord, les deux questions posées, ce sont des questions ouvertes, parce qu'on travaille, nous, sur les verbatims, donc sur les propos des répondants. Donc les deux questions... C'est donc pas un sondage, c'était pas oui-non? C'était pas oui-non, c'est vraiment... en fait, notre cœur de métier, c'est l'analyse du verbatim, on y reviendra, et sur l'importance de la syntaxe et l'intensité du discours. Donc du coup, les deux questions que nous avons posées, c'est on leur a demandé quel était le moment le plus positif qu'ils ont vécu pendant cette période de confinement, et ensuite on leur a demandé le moment le plus négatif. Et à partir de là, on a récolté toutes les histoires qu'ils nous ont partagées sur ce moment positif et ce moment négatif. C'est sur cette base-là que nous avons construit notre étude, du coup. Comme ça, de ce qui ressort, je dirais, en substantifique moelle, quels sont les éléments positifs qui sont ressortis, si on doit en faire une ligne directrice? Alors, c'est ça qui est intéressant sur les sujets d'expérience. J'aime bien cette question parce que c'est justement très nuancé. C'est très nuancé en fonction de beaucoup de choses, en fonction de la maturité que les entreprises ou les collaborateurs avaient sur le télétravail, en fonction des relations avec le manager aussi, bien naturellement, en fonction de comment étaient les conditions de travail à la maison. Ça aussi, en fonction des outils, par exemple. Donc, on va dire que sur la partie positive, la grande partie positive, c'est le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso. Oui. Ça a cartonné, c'est le sujet numéro 1. Tout le monde a gagné du temps, notamment dans les grandes agglomérations sur le temps de transport, donc une maîtrise du temps qui est récupérée. On se dit, ah mais en fait je passe vraiment beaucoup de temps dans les transports. Donc, tout d'un coup on voit sa vie un peu en hauteur, on se dit mais c'est incroyable tout ce temps perdu. On récupère du temps, donc ça c'est du positif, plus de temps pour la famille, pour le sport, pour les hobbies. On a eu du positif aussi sur les managers qui ont réussi à s'en sortir là-dessus. Ces managers qui ont habituellement une posture de coach, l'ont continué. Et fort logiquement d'ailleurs. Sur le management par la confiance, comme on le dit souvent. Donc dont on a parlé hier sur ce plateau d'ailleurs. C'est très bien, donc ça cartonne. Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est ces managers qui spontanément contactaient les collaborateurs en disant tout simplement comment ça va. On parlait pas tout de boulot, c'est comment tu vas, et tout ça se passe bien. Ça se passe bien. T'as besoin de quoi? Et ça a très bien fonctionné. Et ce qu'on a vu de positif aussi, c'est ces mouvements de solidarité. Ils sont arrivés entre salariés, où ils se sont entraînés, où ils étaient là les uns les autres, où aussi l'organisation était présente. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir de positif aussi là-dessus... C'est très positif ce que vous décrivez là. C'est la question positive. Mais il y a aussi du négatif. Il y a aussi le côté obscur de tous ces sujets. C'est quoi le côté obscur de la force du confinement? Le côté obscur de la force du confinement, le premier que j'ai envie de dire qui peut en devenir un, c'est justement sur ce besoin de sens, où là les employés sont en train de regarder la congruence qu'il y a entre ce que disent les entreprises dans les médias et ce qu'ils vivent au quotidien. La congruence. La congruence, c'est-à-dire qu'on regarde le lien entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et là, c'est très important. D'ailleurs, c'est un sujet de marque employeur. On va parler une prochaine fois avec grand plaisir. Donc, il y a ça qui est vérifié. S'il y a un décalage entre le discours et les actes, ça fait mal. Ils en ont vu. Ça fait mal. Le deuxième sujet, pour en revenir sur le management, c'était les managers qui étaient sur le contrôle habituellement. Et là, perdu. Renforcer le mode de contrôle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un petit détail là-dessus, c'est que ses propres managers disaient « Ouais, mais on a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce qu'en fait, on ne sait pas faire. » Ça, on l'entend depuis quelques semaines.
s'improvise pas. tous les experts qui viennent nous disent les managers ont besoin d'être accompagnés. Tout à fait. Parce que y a une perte de repères pour les managers. Ah, ils s'en sortent pas, ils savent pas faire. Mais ils le disent. C'est pas souvent qu'ils le disent. Maintenant, ils le disent. Ils font de l'armure. Ils disent là, ça dépasse ce que je savais faire. Et en plus, il y a le petit sujet, c'est un sujet qui est en train de monter en ce moment, c'est tout ce qui est santé psychique. Bien sûr. Où ils ont des gens qui ont parfois décompensé et ils ne savaient pas les gérer. Des gens qui ont craqué, en fait. Et ça, ils ne savaient pas faire. Juste d'un mot, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que vous l'ayez évoqué. Oui. Il y a ces questions pratico-pratiques positives. Le transport, ça c'est bien. Des managers avec lesquels mes relations ont changé, positives ou négatives. Et puis, il y a un élément qui ressort dans les histoires que les gens vous ont racontées, parce qu'après tout, ce sont des histoires, c'est qu'il y a la notion de sens. Ils sont de plus en plus à la recherche de sens. Ils le trouvent, ce sens, à travers l'étude, ou c'est plutôt un appétit de sens? C'est un appétit. Ils sont en train de regarder. Après, c'est pareil, c'est nuancé. Il y a des entreprises qui ont... je donne l'exemple de la Maïf, par exemple, dont tout le monde a entendu parler. Entreprise vertueuse. Une entreprise à mission. Ouais. Donc là, ils ont vu qu'il y a une congruence. Mais sinon, c'est une recherche là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu un discours sur les besoins primaires de sécurité, naturellement, ça tout le monde l'a dit. Mais ce discours sur le sens a atteint des niveaux d'implication de discours, ce que nous, on a réussi à avoir grâce à notre approche, qu'on n'a jamais eu avant. Donc effectivement, c'est le sens, c'est l'utilité. Quelle est mon utilité? L'utilité de l'entreprise dans la cité et dans la société, de reconnaissance, d'équité, qui est un sacré sujet aussi. Et le sujet de l'écologie. L'écologie, d'habitude... Il arrive très haut, celui-là. Il arrive très très haut. D'habitude, tout le monde en parle, mais on a un niveau de discours qui est bas. On parle d'écologie parce qu'il faut parler d'écologie. Là, pour la première fois, ils en parlent avec une vraie intensité, une vraie prise de conscience de l'importance de l'écologie, en fait. Attendez, qu'on soit précis, en tant que citoyens, ils ont pris conscience qu'il fallait faire gaffe à ce qu'on mange, comment on roule, mais là, ils impliquent l'idée que l'entreprise doit avoir un sens écologique dans son action. C'est ça? Exactement. Ça dépasse le cadre du citoyen engagé. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'elles attendent de leur entreprise? Qu'est-ce qu'on attend d'une entreprise? Elle ne peut pas tout faire, l'entreprise. Bien sûr. Elle doit aussi avoir une mission écologique? C'est le sujet du moment avec la loi Pacte et les entreprises à Je me fais naïf, vous avez vu, je vous pose faites une question super bien. aussi. Je le fais bien, vous c'est pas le faites mal. super bien. Ouais, je peux vous la refaire si vous voulez. C'est que ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger d'étude en étude ces dernières années, et je pense que vous voyez aussi. C'est ce besoin de sens. Maintenant, je veux travailler dans une entreprise qui apporte quelque chose à la cité et à la société. Et là, ils ne s'y retrouvent pas. Sur les 12 500, ils vous disent moi, je ne suis pas servi sur ces sujets-là. Pas tous. Pas tous. Ça dépend des boîtes. Vous parliez de la congruence, qui est un mot un peu étrange. Sur la Maïf, les collaborateurs Maïf, qui est une entreprise connue, qui était notamment la mutuelle des enseignants, pour ceux qui l'ont été, il y a une congruence, il y a un écart entre ce message passé et puis la réalité sur le terrain? Je ne les ai pas eus dans mon scope, mais je pense que oui. Parce que, vu ce qu'ils font, on en parle énormément, c'est un peu les pionniers sur les entreprises à mission. On voit qu'ils ont remboursé tout ce qui est assurance auto parce que les personnes n'ont pas utilisé le mobile. Ils ont communiqué dessus d'ailleurs. Et donc, du coup, ça, c'est un geste fort, en fait. Mais juste, on a un chef d'entreprise, un créateur. L'entreprise doit aller jusque-là? Nous, en tout cas, c'est notre conviction. Donc, après, elle est partagée par certains et moins partagée par d'autres. Moi, j'ai juste une petite question. Vous parliez d'équité. Oui. Cette équité, cette envie d'équité, elle se retrouve à quel niveau? Entre les collaborateurs, de collaborateurs d'une entreprise à collaborateurs d'une autre? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, le mot m'intéresse. C'était beaucoup entre collaborateurs dans cette étude-là. En fait, il y a eu le grand sujet, par exemple, de ceux qui étaient au télétravail et ceux qui n'y étaient pas. Et ça a créé un vrai gouffre, en fait, là-dessus. C'est pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et notamment sur des activités tertiaires, où parfois les gens allaient quand même au bureau. Et ils voyaient les fonctions support qui pouvaient travailler de la maison, mais eux qui étaient en contact avec les clients par téléphone devaient venir au bureau. Ouais. Là, ils ont senti un sentiment d'injustice. Et devaient se faire les temps de transport, et eux les subissaient pendant que des collègues disaient « moi je suis bien tranquille à la maison, entre guillemets, et j'évite l'heure et demie de train ». C'est ça, cette question d'équité. Et il y avait l'angoisse d'attraper la maladie, qui est quand même un sujet qui était important pendant le premier confinement. Oui, on n'en a pas parlé. Il y avait quand même cette angoisse sous-jacente de se dire « je me mets en danger ». Oui, tout à fait. Je me mets en danger et où l'entreprise me met en sécurité. Ouais. Ou l'entreprise me met en danger parce qu'elle m'oblige à venir sur site. Tout à fait. Merci pour ces précisions et cette concision, en tout cas, de cette étude. J'imagine qu'on peut la consulter sur votre site. Tout à fait. KPAM. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un sondage classique avec la question oui, non, ne se prononce pas. C'est une étude beaucoup plus approfondie. C'est une forme de sociologie, en fait, d'être rentré dans le cerveau des salariés. Merci d'être venu, Frédéric Baletti, directeur expérience collaborateur chez KPAM. Puis vous reviendrez nous parler aussi de l'après, parce que là, on va sortir du confinement. Il faut voir évidemment comment les salariés en sortent de ce confinement. Enfin, on espère sortir du confinement un jour. La suite de nos programmes, c'est Work in Progress. Vous connaissez notre rendez-vous, ce sont les invités de Welcome to the Jungle. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
Retour sur notre plateau, Working Progress. Nos invités s'installent. Jérémy Cléda est avec moi, le fondateur de Welcome to the Jungle. Merci d'être là, comme chaque jour, ou presque. On parle du handicap. On a beaucoup parlé cette semaine du handicap. L'idée, c'est que les entreprises, d'abord, ont des obligations légales par la loi 87-2005. Ce sont des obligations. Puis il y a des entreprises qui vont plus loin encore. Oui, il y a des obligations légales qui évoluent dans le temps et fort heureusement. La question, au-delà de ces obligations que la plupart des entreprises respectent heureusement, c'est comment on peut vraiment favoriser une culture plus inclusive dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'avoir des gens en situation de handicap pour respecter un quota, c'est aussi de savoir de les intégrer et de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier du même système que les autres. On va en parler avec Alain Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable justement de la mission handicap chez Sodexo et le directeur de la RSE plus globalement. Oui, c'est ça. Comment alors on met en place ce genre de dispositif pour que en fait, l'entreprise ne soit pas là juste pour respecter quelque chose, mais qu'elle en fasse un acte fort et que les personnes en situation de handicap se sentent des collaborateurs complètement intégrés? Alors moi je vais essayer de résumer votre introduction avec ça. Je dis toujours que on doit recruter des personnes handicapées bien qu'elles soient handicapées et pas parce qu'elles sont handicapées. En clair, pas que parce que c'est l'obligation légale, même si ça sous-tend un peu les organisations comme les nôtres. Ça aide à embaucher en tout cas. Ça aide à embaucher et ça donne un élan. De toute façon, là-dessus, je pense que c'est un élément qui peut être perçu comme coercitif, mais moi que je considère plutôt positif. Non, nous, ce qui nous a aidé chez Sodexo, c'est que on était un petit peu challengé et aussi un peu plus peut-être formé à la question du handicap parce qu'on a un segment de marché chez nous qui s'appelle Sodexo Médico-Social et qui traite particulièrement donc soit les personnes âgées avec les EHPAD, mais également tous les établissements qui accueillent des personnes handicapées. ESAT, entreprises adaptées, femmes, enfin bon, je ne vais pas tous les citer. Et j'allais dire qu'avant cette fameuse loi de 2005, qui a redonné un vrai élan aussi aux entreprises, qui a élargi aussi les spectres du handicap en y intégrant le handicap psychique, on était déjà un petit peu préparés. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à justement, c'est un peu ce que vous disiez, dire certes, on va processer notre démarche en signant des accords handicap, c'est ce que permettait aussi la loi de 2005, mais on avait déjà un peu cette motivation et aussi cette culture, habitude, voilà, une forme de culture. Ouais. Et ça nous a beaucoup aidé pour justement intégrer les personnes handicapées. Mais vous avez cette chance, mais avant d'en parler ensemble, j'en discutais avec d'autres chefs d'entreprise. Ils me disaient, évidemment, c'est un sujet clé. En plus, certains ont des histoires personnelles qui font écho. D'ailleurs, souvent, ça fait qu'ils sont plus en train à faire. Bien sûr, mais la plupart me disaient, mais en fait, ce qui est difficile pour nous d'appréhender le sujet, c'est que le handicap, c'est un mot unique, mais derrière se cache une pluralité de cas très différents, que ce soit des handicaps physiques, des handicaps mentaux. Enfin, il y en a 6 ou 7 d'ailleurs référencés officiellement. Comment on fait pour construire une politique un peu globale, alors que parfois on se dit, en fait, les cas sont tellement uniques chacun? Alors c'est ce que je dis toujours, c'est un responsable mission handicap, un responsable diversité, un directeur RSE, une de ses premières missions, c'est peut-être même la seule, en tout cas c'est celle qui dure même après 15 ans de politique handicap, c'est la communication et surtout la sensibilisation. On le sait aujourd'hui, les stéréotypes, c'est ça dont on parle, sont encore très présents. On pourrait dire aujourd'hui, les lois, elles datent de la Première Guerre mondiale. Donc c'est acté dans la société française que le handicap est intégré dans le monde. Faire tomber les murs. Exactement. Ouais. Et la sensibilisation, c'est hyper important. Donc nous, même après 15 ans de politique, comme d'autres entreprises, on est toujours obligé de sensibiliser parce que, comme vous le dites, 80% des handicaps sont invisibles, 75-80% des handicaps sont invisibles. Donc il faut en permanence parler de ça et surtout de l'intégrer dans le monde du travail. C'est-à-dire que... Donc ça, vous voulez parler par exemple de formation des managers, des personnes, des recruteurs, de tout le monde. C'est-à-dire que formation des managers. Et aujourd'hui, nos managers, des collègues aussi. Des collègues. Il y a beaucoup encore de peur. Moi, j'entends beaucoup des gens me dire, Alain, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne sais pas faire. On a peur parce qu'on ne connaît pas. C'est une des premières. Exactement. Notamment les handicaps psychiques. Quand vous parlez de schizophrénie, de bipolarité cérébrale ou de psychopathie, on a embauché chez nous des personnes psychopathes, pas énormément, mais il y en a. Et ça peut faire peur parce qu'on parle toujours de la psychopathie extrême. Il y a énormément de stades, c'est comme l'autisme, etc. Donc vraiment la sensibilisation, la communication, nous on essaye de faire de façon régulière. Moi j'aime bien le terme aussi de bruit de fond. Il faut en permanence, sur ce sujet-là, comme sur les sujets de diversité,
faire un bruit. Et est-ce que alors, la crise du Covid a changé un peu les choses? On a vu certaines stats sortir qui fait que cette crise, on a beaucoup parlé par exemple de l'impact sur les femmes, l'impact sur les personnes en handicap, elle est extrêmement forte. Le temps, vous savez, à Pôle emploi se rallonge pour les personnes en handicap, la difficulté d'être recruté se rallonge. Est-ce que vous avez senti des différences sur ce sujet? Est-ce que les gens sont un peu plus en retrait? Alors, moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment de chiffres, j'ai pas vraiment de retour. Après, effectivement, on est dans une population qui est plus en difficulté, qui est plus précaire, 2 fois plus de taux de chômage. Forcément, c'est des gens qui peuvent être un peu impactés. Mais pour l'instant, chez nous, c'est pas ce qu'on voit. Je veux vous demander, parce qu'on pose des questions pratico-pratiques. Je suis un père de famille, j'ai un enfant handicapé, il a 19 ans, et il a été pris en charge par un établissement. Je cherche un employeur. Comment je fais concrètement? Est-ce que je passe par une association? Est-ce que je suis accompagné? Comment je fais pour vous rencontrer et que mon fils, ma fille, puisse avoir un entretien d'embauche? Sans être certaine d'ailleurs qu'elle sera recrutée, puisque je pense qu'il y a un recrutement qui se fait aussi sur des compétences. Bien sûr. Comment je fais concrètement? Alors, quand on est effectivement, c'est mon cas, papa d'une jeune femme handicapée, il y a une structure qui marche plutôt bien, qui est peut-être pas encore très bien connue, même si elle est ancienne, et elle va fusionner un jour avec Pôle emploi, c'est le Cap emploi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le Pôle emploi des personnes handicapées. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma fille. Ils sont donc accompagnés par des gens qui, normalement, sont justement... vont les accompagner sur quelquefois l'acceptation aussi de leur handicap dans le monde du travail, parce que c'est un chemin compliqué à faire aussi pour les personnes handicapées. Bien sûr. Mais dites normalement comme si... il y a quelque chose là. Parce que j'ai des exemples en tête. C'est-à-dire qu'on est souvent face à des personnes, donc il y a des personnes extrêmement compétentes qui sont extrêmement en lien avec l'entreprise. Nous, on a des Cap emploi avec lesquels on travaille de façon très proche, qui connaissent aussi nos politiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises quand même. Vous nous dites que c'est une grosse machine Cap emploi et que parfois, c'est pas... C'est une des structures qui peut accompagner, en tout cas, pour répondre directement à votre question, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut absolument faire ça, parce que ça force aussi les personnes handicapées à avoir des rendez-vous réguliers avec ces personnes-là. Ça les challenge. Et puis aussi, ça leur permet de construire un peu un projet professionnel, parce que pour certaines personnes, elles ne savent pas quoi faire. Elles se disent, mais non, mon handicap va forcément m'impacter. Or, les entreprises aujourd'hui, on le voit, il y a eu des déclarations pas mal dans la presse cette semaine, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se mobilisent sur le sujet. Peut-être un mot pour revenir sur Sodexo, sur ce que vous mettez en place. Concrètement, par exemple, ça représente combien de personnes dans le groupe aujourd'hui ? De personnes handicapées. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a. Alors, moi, je parle souvent en taux d'emploi, parce que le chiffre, il est toujours très compliqué. Oui, en valeur absolue, c'est difficile de se projeter. Oui, parce que je ne vais pas rentrer dans les modes de calcul d'un taux d'emploi. J'aurais pas assez des 10 minutes ou des 3 minutes qui me restent. Nous, on est à 5,88, donc pas encore à 6%. On le fut par le passé. On est très proche, mais on le sait, c'est un taux qui est très fragile. D'abord parce qu'on a pas mal, chez nous, de personnes handicapées âgées. Donc, c'est bien parce que ça veut dire qu'on les a bien maintenues dans l'emploi. Et accompagnées jusqu'à leur départ. C'est très important, mais elles vont, comme tout le monde, faire valoir leur droit au départ à la retraite. Donc il faut en permanence. Il y a des postes à pourvoir, excusez-moi, parce que est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a des postes au sein du groupe Sodexo, qui est un groupe important, pour accueillir ces personnes handicapées? Alors, nous, on vit, je ne vais pas trop en dire, mais on vit une période là en ce moment particulièrement très compliquée. Évidemment. Donc, groupe de restauration en première ligne touché, bien sûr. On est un peu en défensif sur le recrutement, mais aujourd'hui, effectivement, on a quasiment tous les postes, alors pas tous les postes, mais quasiment tous les postes peuvent être ouverts à une personne handicapée. Tout dépend effectivement du taux de handicap ou de la famille de handicap. Peut-être avant de finir, allez-y, oui, il nous reste un tout petit peu de temps. Arnaud en parlait. Si vous aviez un conseil à donner à des parents qui se posent la question pour leurs enfants qui sont arrivés à l'âge adulte, ça serait lequel ? Alors moi, je pense qu'il faut parler du handicap, parce que, et quand je dis parler du handicap, voire même l'inscrire quand on a un CV, par exemple, à envoyer, ne pas hésiter aujourd'hui. Noir sur blanc. Ouais, vous m'auriez posé la question il y a 4-5 ans, je ne sais pas si je vous aurais donné la même réponse. Aujourd'hui, je vous la donne parce que je pense que c'est mieux. D'abord, c'est clair, ça permet aux recruteurs d'être la transparence sur le salaire et sur les infos. Exactement. Et puis, ça permet tout de suite, quand on a, comme chez nous, des politiques un petit peu inclusives, de pouvoir dire, bon, ok, donc il faut que je prenne peut-être plus de temps pour pouvoir mieux travailler la candidature et mieux accompagner et mieux... C'est un message rare, parce que la plupart des gens disent qu'il parfois il faut mieux cacher son adresse. Oui. Vous dites, alors, ce que j'ai lu aussi. Je ne suis pas sûr d'être suivi là-dessus, mais moi j'y crois. Assumer. Voilà. Moi j'y crois parce que c'est ce que j'ai vécu avec ma fille, notamment, mais c'est le cas. Parce qu'une entreprise comme la nôtre, si elle voit par exemple, alors je ne vais pas trop donner d'acronyme, mais reconnaissance qualité travailleur handicapé, RQTH par exemple, qui est un document qui permet de
d'officialiser les choses. Ouais, tout à fait. Quelqu'un qui a une démarche inclusive comme la nôtre va se dire, OK, donc là, il va falloir que, d'abord, ça permet de poser la question et de parler du sujet lors de l'entretien. On démystifie tout de suite cette question. On n'est pas du tout discriminant et on permet de dire à la fin de l'entretien, est-ce que je vois que vous avez une reconnaissance de qualité de travail handicapé ? Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les aménagements que je dois mettre en place par rapport à votre poste ? Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est un sujet important, la manière dont, Exactement. au-delà de l'accueil, comment on organise un poste pour une personne handicapée. Quelquefois, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est vrai. Mais il y a parfois besoin de techniques, d'aménagement, d'organisationnel, souvent de managérial. La déficience cognitive, ça demande énormément d'accompagnement managérial, par exemple. Merci à vous, Alain Masson, d'être venu nous parler en toute franchise de ce sujet et de la manière dont on peut aussi accompagner des enfants si vous êtes père de famille, que vous êtes à la recherche d'un poste, d'un emploi pour votre fille ou votre fils. Responsable mission handicap RSE chez Sodexo. On continue notre parcours toujours sur cette question de l'inclusion avec Jérémy Cléda. C'est tout de suite, c'est dans Travailler demain. Jérémy, là, on avait une entreprise qui est en pointe, même si elle connaît des difficultés évidemment liées au Covid, entreprise de restauration, évidemment. Là, on va rentrer dans la mécanique, c'est-à-dire dans la manière institutionnelle dont s'organise le financement étatique de cette question. Et c'est une institution que tout le monde connaît, en tout cas quand on s'y intéresse, c'est l'AGFI, et on en parle avec votre invité. Oui, tout à fait. On va en parler avec Hugues Defoy, qui normalement est avec nous sur Skype. Il est là. Vous êtes le directeur du pôle métier de la GFIP. Justement, ce sujet, c'est le vôtre. Une question pour commencer. Comment vous traitez, le sujet, c'est de l'insertion professionnelle des personnes en handicap. Peut-être pour ceux qui ne se posaient pas la question avant, quels sont les freins aujourd'hui qui existent encore pour l'accessibilité au travail des personnes en handicap ? Bonjour. Alors effectivement, il reste des freins, pas mal de freins, même si la situation elle évolue beaucoup. On a un baromètre qu'on réalise régulièrement avec l'IFOP et qui donne plutôt de bonnes nouvelles sur la perception du handicap par les employeurs, avec notamment 2 employeurs sur 3 qui sont prêts à recruter des personnes en situation de handicap, et en même temps le fait qu'ils considèrent aussi que c'est difficile et un petit peu compliqué. Donc le principal frein, c'est d'abord une méconnaissance du handicap, et il ne faut pas dire d'ailleurs du handicap, mais des handicaps, puisqu'il y a une multitude, une variété de situations de handicap, et la plupart du temps un déficit d'information. Dans ce même baromètre avec l'IFOP, on a interrogé les Français, là, pas que les chefs d'entreprise, mais finalement il n'y a que 7% des Français qui savent que 80% des handicaps ne se voient pas. Donc le vrai frein, c'est encore finalement quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, des représentations qui sont un petit peu fausses, erronées sur ce qu'est la réalité du handicap et des handicaps en entreprise. Et puis un déficit d'information. Je vous entendais tout à l'heure parler de Cap Emploi. Oui, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent aider, qui peuvent accompagner les entreprises justement pour qu'on s'empare du sujet, qu'on le pose sur la table, qu'on fasse un diagnostic, parce que c'est ça aussi, c'est ce que fait la GFIP. La GFIP accompagne concrètement les entreprises. Nous avons des conseillers qui sont aux côtés des employeurs. On commence la plupart du temps par regarder justement la situation de l'entreprise, par regarder quelles sont ses pratiques, notamment, on parlait aussi tout à l'heure, je vous entendais, du management. C'est extrêmement important de sensibiliser les managers. C'est extrêmement important que la politique handicap elle soit portée au plus haut niveau de l'entreprise et de l'organisation. On pose ça sur la table. On construit un plan d'action et puis on regarde sur quels axes on peut progresser, parce qu'effectivement, il y a le sujet du recrutement. Alors en ce moment, le recrutement, c'est peut-être un petit peu compliqué dans la période qu'on connaît, mais et encore, il y a des secteurs qui sont en demande de main-d'œuvre. On regarde la situation du maintien dans l'emploi, on regarde ce qu'on fait avec le secteur protégé adapté. On sensibilise les managers, les collaborateurs, voilà. Et puis surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer dans cette entreprise une politique handicap et donc créer finalement les conditions pour que ça fonctionne. Voilà. Une question là-dessus, parce qu'on en a parlé avec le directeur de la RSE chez Sodexo. On parle beaucoup de sensibilisation des dirigeants, des managers. Certains disent
La sensibilisation, c'est très bien. Peut-être qu'il faut passer à une méthode peut-être plus coercitive, enfin un peu plus plus agressive, ouais. Imposer plus de choses. Qu'est-ce que ça vous évoque? Certains disent que ça n'avance parfois pas assez vite. Comment on peut faire pour aller plus vite? Imposer des choses, on est en France avec une politique du quota. Il y a une obligation d'emploi. Ça a été posé en 1987 et les progrès qui ont été faits depuis 1987 sont quand même énormes. Même si aujourd'hui le taux d'emploi, effectivement, il n'est pas suffisant, on n'est pas à la cible, on n'est pas aux 6%. Le taux d'emploi, la DARES vient de publier les chiffres donc, de 2018, on est à 3,5%. C'est un taux d'emploi qui est en stagnation, mais qui a quand même énormément progressé depuis le début. Alors, est-ce qu'il faut être plus coercitif? Moi, je ne sais pas. Il faut surtout être plus persuasif. Il faut surtout faire comprendre que recruter des personnes handicapées, je suis sur une chaîne qui s'appelle Bismart, c'est la chaîne des audacieux. C'est une chaîne aussi où on parle business. Recruter des personnes handicapées, c'est bon pour le business. C'est ça qu'il faut expliquer aux chefs d'entreprise. Comment ça l'est? Parce que c'est vrai que la communication globale tourne autour d'un impératif, un chiffre à atteindre, ce fameux 6%. Le quota. Comment, souvent, on dit par exemple l'environnement, le sujet, c'est on va trouver des critères très objectifs qui vont dire que si vous vous intéressez à l'environnement, votre chiffre d'affaires va progresser. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire un discours un peu comme ça pour montrer que le handicap, comme la diversité, ça apporte, ça améliore votre chiffre d'affaires, ça améliore votre marge brute? C'est clairement le discours qui est produit par la GFIP. Alors, nous sommes un fonds de développement de l'emploi. On existe de par la loi et donc finalement du quota, mais notre entrée vis-à-vis des chefs d'entreprise, c'est pas de leur dire vous avez une obligation d'emploi, il faut vous bouger. Alors on le dit aussi, mais en même temps c'est pas que ça. C'est justement de mettre en avant tout l'intérêt que ça présente de recruter des personnes en situation de handicap. Bruno Le Maire a ouvert lundi la semaine pour l'emploi des personnes handicapées avec Elisabeth Borne, avec Sophie Cluzel. Il y a un vrai portage avec Amélie de Montchalin pour la fonction publique, il y a un vrai portage politique sur le sujet. Bruno Le Maire dit recruter une personne handicapée, c'est un atout pour l'entreprise. Et on peut évidemment être que d'accord avec ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un collaborateur qui a une singularité. On est en capacité de gérer la singularité. On est capable de le faire pour lui, donc on est capable aussi de le faire pour les autres. On crée finalement dans cette entreprise un climat où on sait que si on a une difficulté, un besoin particulier, on est capable de le gérer. C'est bon, évidemment, pour la qualité de vie au travail, et donc ça développe la performance. C'est source d'innovation. Combien d'adaptations de postes que l'on a au départ pensé pour un collaborateur en situation de handicap, finalement, se sont retrouvés à être des standards dans l'entreprise parce qu'on s'est aperçu que c'était intéressant et que ça profitait à tout le monde. Donc, c'est source d'innovation. Voilà. Merci Hugues Defoy. Merci pour la passion que vous mettez aussi. Vous êtes le directeur du pôle métier de la GFIP. Je rappelle que la GFIP, c'est l'association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Mais on le voit, c'est aussi un travail de stratégie pour accompagner les entreprises à respecter d'abord ce seuil des 6% et à aller au-delà, évidemment, on le souhaite. Merci d'être venu avec nous dans l'émission Smart Job, dans la rubrique Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle. Je remercie Jérémy Cléda pour cette thématique qui mériterait qu'on en parle le plus régulièrement possible, parce que c'est grâce aux médias aussi et la manière dont on en parle que les mentalités changent. Restez avec nous, c'est le Cercle RH. On s'intéresse au Made in France. Alors on en parle beaucoup, mais encore plus avec cette situation de confinement. Est-ce que vous, consommateurs, vous vous êtes orientés vers des produits plus français, artisanaux notamment? C'est un sujet, c'est important parce que ce sont les emplois non délocalisables. On en parle sur ce plateau avec mes invités. Restez avec nous. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. Le Made in France, on en parle sur ce plateau, avec évidemment un focus particulier à travers cette situation de Covid et de confinement, parce que peut-être que les consommateurs, sûrement d'ailleurs, se sont orientés vers des produits plus français, plus Made in France. D'ailleurs, c'est un peu choquant de parler de produits français en utilisant un anglicisme. Donc, en tout cas, des produits dont l'origine est garantie France. Ce qui va nous amener à parler de l'artisanat aussi, parce que ça, c'est des produits et des artisans qui sont en France, des emplois non délocalisables, qui font des produits français et qui viennent les proposer évidemment à leurs clients. On en parle
c'est aussi la question de la défense de l'emploi, bleu, blanc, rouge, tricolore. On fait le point avec mes invités. Ils sont en première ligne sur ces questions. Romain Bertrand, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de l'association ProFrance. ProFrance, c'est ce petit label qui est l'origine France garantie. Alors on reviendra sur ce débat parce qu'il y a des produits, évidemment, où l'ensemble du produit n'est pas 100% français, mais il a une origine. Vous vous battez pour cela depuis des années avec Yves Gégaud et quelques autres chefs d'entreprise. On va faire le point avec vous. Merci d'être là. Diane Deblic, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venue pour parler des masques. Mais on en parlera peut-être de ces masques parce qu'ils sont eux aussi made in France. Pendant qu'on ouvrait des cartons arrivant de Chine, vous les faites dans l'Oise ou dans la Somme, fondatrice des ateliers français de la sellerie. C'est pour ça que vous êtes venue nous voir aujourd'hui. Et puis Mon Masque de France, ça c'est des masques particuliers avec une technologie particulière, 24 salariés dans les ateliers, et ce sont des masques 100% français, jusqu'à l'élastique, on est d'accord, hein, tout est français. L'élastique, je crains qu'il soit anglais. Non mais c'est important, vous voyez, parce que tout de suite on rentre dans des problématiques de on fait venir l'élastique. C'est 100% fabriqué en France. Mais fabriqué par des salariés que vous avez embauchés. Elles sont pendant le confinement et vous avez progressé. Vous étiez parti de quelques collaboratrices et puis vous êtes à 24 aujourd'hui. Romain Bertrand, vous êtes avec nous, secrétaire général de Joël Fourny. Maintenant, je viens de vous présenter. Vous vous êtes dit, mais pourquoi il me présente? Joël Fourny, avec nous, président de CMA France. Alors CMA, c'est un acronyme que tout le monde connaît, c'est la Chambre des métiers et des artisans et de l'artisanat. On a une pensée pour Bernard Stalter, évidemment, qui nous a quittés, qui a été frappé par le Covid. La Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est un maillage territorial partout en France. Et évidemment, vous promouvez l'artisanat et évidemment le fait qu'on puisse prendre des apprentis, c'est très important. Il faut faire vivre ces métiers. D'abord, c'est à vous que je donne la parole. Le Made in France, d'abord, vous êtes choqué par le fait qu'on dise Made in France, on pourrait dire fait en France. L'artisanat, c'est du fait en France. Il faut l'encourager. Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Et bien sûr, vous avez raison. Est-ce qu'il faut dire Made in France ou est-ce qu'il faut parler plus de fabriqué en France? Peut-être, c'est l'appellation que je préférerais, bien sûr. Mais déjà, les activités artisanales et tout ce qui est fabriqué par nos artisans, c'est déjà des produits français. Donc, du coup, là-dessus, j'ai aucune inquiétude. Nous sommes bien sur de la fabrication française, avec des produits qui sont notamment commercialisés au plus près des consommateurs, et donc avec une traçabilité assez directe. Donc, le fabriquer en France, c'est bien sûr quelque chose d'extrêmement important pour notre secteur. Et on est très attaché à ça. Notamment, on a beaucoup d'entreprises artisanales et pas des moindres, sur les secteurs des métiers d'art notamment, qui nous fabriquent des produits exceptionnels avec un vrai savoir-faire, avec une vraie valeur ajoutée. Et donc, du coup, je pense que les consommateurs, notamment les Français, sont capables de faire la différence et de bien sûr voir tout l'intérêt de consommer ces produits Joël, fabriqués en France. Vous parlez des métiers d'art, on va en parler avec Diane Deblic, parce que la sellerie, dans son domaine d'activité, ce sont des métiers d'art. Mais est-ce que les Français sont prêts, avec ce confinement, avec le débat évidemment de la fermeture des frontières, de l'impossibilité de consommer dans cette mondialisation commerciale, est-ce qu'ils sont prêts à mettre plus d'argent? C'est une vraie question, parce que souvent on dit c'est français, mais bon, vous allez le payer un peu plus cher. C'est pas forcément. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui la question du coût est moins importante, et je pense que du coup ce qui les importe, c'est de pouvoir trouver un produit qui les intéresse en proximité. Je pense que les consommateurs sont capables de comprendre qu'aujourd'hui, quand ils consomment français, ça veut dire qu'ils participent aussi au maintien de l'économie locale, de proximité, et ils soutiennent l'artisanat. Donc je pense que c'est un signe fort. Là, aujourd'hui, les comportements sont en train de changer, notamment dans cette période compliquée de crise sanitaire. Et je pense qu'ils sont très attachés au fait que les entreprises artisanales puissent continuer à produire. Donc, ils vont bien sûr participer au développement de ces activités. Précisons que les artisans ont le droit de venir chez vous, je le dis, parce qu'il y a eu un débat sur le fait que les artisans ne pouvaient pas se déplacer. Ils peuvent venir faire des travaux chez vous, faire leur boulot. Les entreprises du bâtiment, certaines en font partie, peuvent venir chez vous, parce qu'il y a eu un débat sur je ne peux pas appeler mon plombier ou faire changer mon chauffe-eau. Diane Deblic, les métiers d'art, c'est votre domaine, parce qu'il y a les masques, qui est une deuxième activité qui est née pendant ce confinement. La sellerie, le cuir, depuis des années,
vous vous battez pour valoriser la filière, pour faire en sorte qu'on crée des métiers. Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire sur ce plateau? Parce que vous dites qu'il faut se battre pour protéger la filière, nos métiers d'art et pérenniser les emplois. Oui. Alors, avant, premier truc, nous, on dit toujours 100% fabriqué en France. Déjà. On dit Made pas in France, allez, hop, jamais. poubelle. On met ça à la poubelle, terminé. Ça, c'est vrai. On est d'accord. Et deuxième point, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les Français commencent à prendre conscience de la réalité, de la nécessité de faire travailler, alors localement, régionalement, en tout cas français, parce que ça préserve réellement. Il ne faut pas employer les mots l'économie, ça préserve l'emploi, voire même ça en crée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur le plan de l'artisanat, des métiers rares. Votre métier est rare, la sellerie est de plus en plus rare. Voilà, c'est la sellerie garnissage. C'est une niche dans la niche, parce qu'en réalité, quand on regarde les textes, quand on regarde les dénominations, la filière cuir, généralement, c'est la maroquinerie. C'est cuir habillement. Elle est portée par... Voilà. C'est des grandes sections. Et puis dedans, il y a des métiers rares, comme le guénier, mais la sellerie garnissage en fait partie. Et en fait, c'est celle qui, je pense, est la plus méconnue. Étonnamment, moi, j'ai un seul message, clairement, c'est il faut arrêter le plafond de verre sur les titres professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une entreprise qui s'appelle les Ateliers Français de la Sellerie, et clairement, on travaille pour le luxe. Plus grande marque de luxe en France, sur des produits vraiment d'art et d'exception. Cuir 100% français, origine française. Les cuirs 100% français. Non, mais c'est important, parce que c'est une question qu'on se pose. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas... Non, mais c'est important de le dire, voilà. D'ailleurs, il y a un problème de cheptel sur l'Europe, déjà. Il y a un problème de tannage, il y a un certain nombre d'étapes. C'est toute la chaîne pour accéder. On ne l'a pas. Au cuir, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et il c'est important de l'entendre. Il y a des domaines où on l'a, et des domaines où on l'a pas. Et c'est même pas beaucoup d'argent pour l'avoir. Il faudrait c'est très compliqué. Pour reconstruire toute la filière de l'élevage, etc. C'est ce que font nos amis asiatiques en achetant des cheptels entiers, notamment. Non, mais vous voyez, en poussant la balle très loin, origine 100% française ou garantie française, est-ce que vous n'avez pas envie aussi, alors c'est un travail de titan, de se dire, je travaille avec un cheptel de personnes qui ont des vaches, ces vaches, on va les sélectionner, et grâce à cette sélection, on aura le produit parfait. Formidable de pouvoir faire ça. On peut pas, moi en tant que chef d'entreprise, je peux pas faire ça toute seule. Pour vous, c'est l'État qui devrait. Et d'ailleurs, l'État ou pas, ou la filière aussi, mais même les gros acteurs de la filière savent que le sourcing, ce sera pas en France là-dessus. C'est une histoire de capacité, c'est une histoire de coût. On en revient, vous voyez, toujours à cette question. Maintenant, sur le coût, quand même, le coût de vente n'est pas forcément plus élevé, ça on l'a prouvé nous, avec les masques qui sont 100% fabriqués en France, que des masques d'import. Je donne la parole à Romain Bertrand, mais le plafond de verre, c'est quoi? C'est le fait qu'on plafonne les formations à CAP? C'est que le titre professionnel, notamment chez nous, c'est les garnisseurs, c'est CAP, BEP. Terminé, il n'y a rien au-dessus. Et non, et donc, à un moment donné, aujourd'hui, on a des gens qui viennent en reconversion, qui eux-mêmes ont un bac plus 5, qui choisissent ça dans leur trip, qui ont un savoir-faire qui s'apprend, mais qui se développe, qui méritent à la sortie, en vue des formations qu'on leur fait, bien mieux. Donc il y a un travail fondamental à faire là-dessus. C'est ça la vraie revalorisation des savoir-faire rares. Donc master. Qu'un discours, mais il faut monter par étapes. Mais il faut créer les titres par étapes. Voilà. Vous ne nous le dites pas, mais vous aviez aussi réfléchi, on en parlera après, mais un centre de formation intégré avec l'espace, vous aviez le terrain, vous aviez l'ensemble. Maintenant, vous n'attendez plus qu'un feu vert, un coup de pouce pour que cette école voie le jour. L'académie du cuir et de la sellerie. Oui. Romain Bertrand, on est très large avec les métiers, puisqu'on touche à travers ces produits toutes sortes de métiers, du textile. Pour cet exemple-là précis, vous êtes d'accord, on défonce une porte ouverte. Quand on achète des produits français, avec le label, ce sont des employés français qui le font. Oui, derrière, effectivement. Quand une entreprise fait le choix de se faire certifier Origine France Garantie, elle le fait pour 3 ans minimum. Donc on sait que l'entreprise va maintenir au moins les emplois et les savoir-faire, évidemment, pendant 3 ans derrière. Elle a des obligations, cette entreprise. Elle a des obligations. Il y a 2 critères cumulatifs. Il y a au moins 50% de ce qui compose le produit doit être français, puisque effectivement, comme l'a dit madame, on ne trouve pas tout en France. Sur les matières premières, le cuir, le coton, c'est pareil. On a des gens qui nous disent, moi je fais des chemises 100% made in France. Bah non, parce qu'on n'a pas de champ de coton en France. On n'en a qu'un tout petit qui permet de faire une collection capsule de polo, mais c'est tout. Voilà, on a un petit champ de coton, nous on est les champions du monde du lin.
On est très fort en lin. Le lin, oui, mais le coton, non. On est un tout petit champ qui produit à une toute petite échelle. Romain, dans votre fonction, j'ai le sentiment que vous êtes obligé de répertorier tous les produits, parce que là, sur la tannerie, vous saviez qu'on n'avait pas de peau. Nous, on est universel, donc effectivement, on certifie tous les produits. Donc effectivement, nous, on connaît pas tous les secteurs d'activité, mais ceux récurrents. Je pose une question un peu politique. Mettons les pieds dans le plat. On a fermé les petits commerces qui, parfois et souvent, vendent des produits un peu artisanaux. Et on a laissé ouvert les grandes surfaces. C'est pas bon, ça, pour l'Origine France Garantie. Je veux dire, c'est pas l'espace dédié à l'Origine France Garantie, les grandes surfaces. Je veux dire, quand vous allez dans les grandes enseignes, c'est des produits, on le sait, qui sont peu chers et qui viennent de Chine. Moi, c'est pas bon, quoi. Je passe des heures à faire mes courses, parce que je regarde les packaging, voilà, ça m'intéresse. Votre boulot, c'est de faire les courses, quoi. C'est ce que vous nous dites. Mon boulot, c'est de faire les courses, voilà. Et effectivement, entre les cuisiner en France, les préparer en France, les conditionner en France, les encapsuler en France. On s'y perd. On s'y perd, et en plus, c'est pas du tout encadré légalement. Voilà, ça existe dans aucun code, aucune législation là-dessus. N'importe qui peut mettre. Vous allez sur, je ne sais pas si on peut citer des sites internet, mais vous allez sur Photolia ou des choses comme ça, ou Adobe Stock, et vous avez des labels Made in France à tour de bras, cuisinés en France, etc. Vous prenez. Hop, on le prend. Il suffit de retourner le packaging, en fait, et on s'aperçoit que le petit salé aux lentilles cuisiné en France, les lentilles, elles viennent du Canada et la viande de porc vient de Pologne. Qu'est-ce qui reste une fois que vous avez fait... Mais attendez, juste un mot, et Diane, il faut être coercitif ou pas ? Est-ce qu'il faut être coercitif ? Il faut que ce soit encadré. Attendez, la marque, vous lui dites, vous n'avez pas le droit de le faire. Elle vous dit, trop tard, je l'ai fait. Est-ce qu'il faut imposer, je dirais, des règles un peu plus draconiennes, voire même des amendes à ceux qui ne respectent pas le jeu ? C'est pas qu'ils ne respectent pas le jeu, c'est encadré par aucune législation. D'accord, ok. Voilà, donc c'est l'anarchie. Libre, Il faut que ce soit éthique dans la manière de faire. Sur le sujet des marques, nous, on a vu pendant le confinement des marques qui avaient des jolis noms français. Et puis on regardait derrière, sauf que nous on regardait derrière, mais tout le monde ne regarde pas derrière. Oui. Puis il y a marqué fabriqué à Sousse. J'ai rien contre Sousse. Fondamentalement, je préfère quand même quand c'est fabriqué en France. Quand vous utilisez une marque avec un beau mot français, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut que tout le monde soit vigilant. Donc moi je suis à fond pour l'encadrement des choses, pour que ce soit régulé et pour que les mots ait du sens et que ce soit cohérent à la réalité. Vous me disiez que sur la sellerie, parce qu'évidemment tout le monde pense assez spontanément au fauteuil des voitures, la sellerie des voitures. C'est bien quand tout le monde pense à ça déjà, parce que la sellerie garnissage, à la base c'est ça, c'est la sellerie automobile. C'est un début, en tout cas sur les voitures de luxe. On pense aux selles des chevaux. Vous me disiez... C'est pas la même. C'est pas la même, mais vous me disiez qu'il n'y a plus qu'une entreprise en France qui fait des selles. Il y a quasiment il y a deux sociétés en France qui fabriquent. Alors, mais on les laisse mourir, qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, le cheval en France, c'est une activité économique. Mourir les bottiers, comme on a laissé. Il y avait une industrie quand même de la chaussure. Mais on reviendra plus jamais en arrière. Il y a des gens qui ont fait un peu comme moi, il y a des chefs d'entreprise dans l'Isère qui ont repris un roman sur Isère. Ils vont, mais très honnêtement, il faut tellement de courage, de force et de finances, parce que faut arrêter les manches, faut travailler beaucoup, vouloir. Mais il faut aussi ce qui est d'ordre financier. On ne reprend pas, on ne recrée pas des entreprises comme ça, juste avec simplement la passion du cœur. Ce n'est pas vrai. Et puis ensuite, le vrai sujet, on en revient toujours au sujet de la formation, c'est où sont les gens qui détiennent ce savoir-faire ? Parce que nos anciens détiennent, ils avaient contemporains d'ailleurs, mais les anciens détiennent le savoir-faire et bientôt ils le prendront leur retraite. Donc le sujet de la formation, c'est celui-ci, c'est la transmission. Et il faut avoir des bons qui transmettent. Et vous avez des bons là dans votre... Moi j'ai des bons parce que ce sont des experts métiers qui travaillent au quotidien. C'est-à-dire qu'ils font de la formation mais ils ne sont pas déconnectés de la réalité du métier. C'est comme les chercheurs qui ils sont chercheurs mais ils agissent. Alors il y a des gens qui sont formateurs depuis 15 ans mais ils n'ont pas touché l'intérieur d'une voiture depuis 15 ans, donc ça pose un problème. Et d'ailleurs, les constitutions des titres, notamment celles de garnissage, c'est aussi le problème. C'est qu'il faut que les titres correspondent à la réalité. Juste d'un mot, Joël Fourny, on est sur les titres. Alors, on a perdu Joël Fourny, mais on va le retrouver. Il est revenu. Joël est revenu. Alors, Joël s'en va, mais il revient. Joël, vous nous faites peur, on vous avait perdu. La Chambre des métiers et de l'artisanat, évidemment, tout ce que on se dit sur le plateau, que vous entendez, vous y corroborez. On est d'accord. Pour être un peu concret, on voit quand même qu'il y a des métiers qui ont disparu depuis une trentaine d'années. Les bottiers, les tanneurs, des pans entiers de notre artisanat ont disparu. On a l'impression que c'est un peu comme la neige qui fond, vous savez, sur le glacier du Mont Blanc. C'est-à-dire tous les ans, on voit que la neige
neige a fondu, puis on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire quelque chose. Vous pouvez répondre à Diane Deblic sur l'idée d'ouvrir, d'aller au-delà du CAP? C'est bien sûr notre préoccupation que de faire en sorte d'assurer la continuité des savoir-faire et la transmission des savoir-faire oui, ça, d'accord, c'est la théorie, aux nouvelles générations. Et donc, du coup, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de formations qui ne se font plus dans les centres de formation, et notamment par l'apprentissage. Donc, du coup, il faut absolument qu'on essaie de remettre en place, et c'est notre objectif de faire en sorte de former des jeunes qui porteraient un intérêt pour ces métiers qui ont un peu disparu. Vous savez, on a déjà des métiers qu'on a repérés, comme les vitraillistes, par exemple, où à un moment donné, on se rendait compte qu'il y avait de moins en moins de jeunes formés. Et donc, on a maintenu une seule section en France. C'est dans la région du Pays de la Loire d'ailleurs, avec 5 personnes formées chaque année. Pour faire quoi? Donc du coup, c'est pour être vitrailliste. Et c'est extrêmement important de maintenir, quel que soit le nombre de jeunes qui se portent un intérêt ou de personnes qui pourraient être amenées à s'intéresser à telle ou telle activité, à tel ou tel métier. C'est indispensable de continuer à maintenir les formations. Joël, le Made in France, vous êtes bien d'accord avec ça? C'est-à-dire on a celui qui porte le label, en tout cas qui le promeut, ne peut exister que parce qu'on a des collaborateurs qui ont la technicité, sinon ça partira ailleurs. Vous en êtes d'accord? Bien sûr, si on n'est pas capable d'avoir des collaborateurs, des salariés qui soient, j'irais, avec un vrai savoir-faire, évidemment, ça disparaît, tout disparaît. Et du coup, on ne peut plus mettre en avant le 100% fabriqué en France. Donc, du coup, bien évidemment, il faut des vrais professionnels. Et nous en avons dans un certain nombre de métiers. Et d'ailleurs, moi, je voudrais vous dire aussi que l'entreprise artisanale, elle fabrique des produits français qu'elle sait aussi exporter. 30% des exports en France sont d'abord des entreprises artisanales avec plus de 20 milliards de chiffre d'affaires exportés. Donc c'est là où on voit qu'on a encore une capacité, à développer et à exister sur tous les niveaux, que ce soit au niveau de la consommation française, mais aussi sur le volet international. Romain Bertrand, juste la question des filières, des formations. Diane met les pieds dans le plat, elle dit voilà, c'est le plafond de verre, cuir habillement, et après il y a des niches à l'intérieur de ce cuir. Il y a des salariés cadres qui quittent leur boulot pour faire du cuir, c'est leur passion. Ils ont un CAP. Vous, j'imagine que dans votre mission, au-delà d'essayer de savoir si c'est 35%, 40%, les pourcentages, vous devez aiguillonner le ministère de l'Éducation nationale, vous devez aller voir les chambres de métiers pour leur dire « Mais pourquoi vous fermez cette formation? Pourquoi celle-ci, elle disparaît ?» Enfin, j'imagine, non? Comment ça se passe? Moi, s'il vous plaît, je voudrais intervenir. Je savais que vous alliez réagir, n'ont jamais souhaité fermer une formation ou quoi que ce soit. C'est qu'ensuite, derrière, il faut avoir l'assurance d'avoir le financement nécessaire. Nous sommes d'accord. Pour pouvoir maintenir les sections. Non, mais je n'ai pas dit que le président... Donné, il y a eu des fermetures liées à ça, aux problèmes financiers. Donc, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de financer cette formation. Nous sommes d'accord. Non, mais et puis les gens à former aussi. Nous, on a plein d'exemples d'entreprises. Poterie d'Albi, par exemple, qui a développé un centre de formation dans son entreprise. Elle a des appareils... Enfin, elle loge même les gens, s'ils le souhaitent. Elle crée son école, Elle crée son école et elle ne trouve personne. Alors, moi, c'est exactement le contraire. Moi, j'ai créé mon centre de formation initialement pour mon entreprise. Alors, qui est virtuel pour l'instant, qui est sur Non, il est complètement effectif. On a 30 apprenants en permanence le centre de formation. Et moi, je refuse des gens parce que j'ai un problème de capacité. Mais il est basé où, Diane? Dans l'Aisne. Dans l'Aisne, à côté de Soissons. Il y a un sujet qui est vraiment important. Le gouvernement, puisque l'État, dans le postulat annoncé, c'est on est à fond pour la formation. D'accord. Et le pendant de ça, c'est on est à fond pour la formation, alors surtout bien numérisée, d'accord? Eh bien, dans les métiers d'art, c'est pas à vous que je vais dire ça, ni au président de la Chambre des métiers, c'est simple, ça ne peut pas s'apprendre par tutoriel. Et ce serait même une aberration. Donc, d'accord, Joël, c'est logique. Personne ne peut... Oui, non, mais là-dessus, je conteste absolument pas. De toute façon, tous les métiers du secteur artisanal, il faut travailler sur le numérique et sur la digitalisation, mais tout ne peut pas se faire par ce biais-là.
Et en tout cas, en termes de fabrication, c'est possible. On est entièrement d'accord. Il vient des métiers du bois, Joël, à l'origine. Je sais son parcours. Mais donc, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, quand on dit il y a un grand plan de formation, une grande action formation portée par le gouvernement pour la France de demain, cette formation, il ne faut pas oublier que les métiers d'art, les métiers techniques, ils ne peuvent pas se former à distance. Ils doivent se former en présentiel et avec des professionnels. Ça ne peut pas se passer autrement. Mais est-ce que la communication... On n'apprend pas à tailler de la pierre sur une vidéo, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez? Parce que la communication, on l'a vu tout à l'heure sur l'inclusion des personnes handicapées, ça passe aussi beaucoup par des messages, de la communication. Qu'est-ce que vous diriez à des familles pour les encourager à pousser leurs filles, leurs fils sur ces métiers de la sellerie? Mais moi, le problème, il y a un vrai sujet, on ne trouve pas de potier. Il faut arrêter avec l'intelligence que du cerveau, pardon. Hein. Il y a aussi des mains. l'intelligence de la main. Mais l'intelligence de la main vient aussi de l'intelligence du cerveau, clairement. Oui, non, mais quand vous faites... À l'école, on vous oriente vers les filières générales, les machins, les trucs, parce que ça fait mieux. Attendez, chacun son tour. Juste, allez, d'un mot, Joël, parce que Diane voulait parler. Allez-y, Joël. L'intelligence de la main, parce que le bois, vous travaillez le bois. Simplement, l'intelligence de la main, elle est portée par l'intérêt des jeunes. On a un certain nombre de jeunes qui reviennent vers les métiers manuels, alors même qu'ils ont fait des études supérieures. Et donc, du coup, c'est pas un non-sens. Et aujourd'hui, ils s'éclatent énormément parce qu'ils se rendent compte qu'ils se font plaisir. Ce qui les intéressait, c'était de fabriquer manuellement, de vraiment être dans la créativité. Et c'est ça qui est important. Donc, enfin, je veux dire, il n'y a pas que la tête qui travaille. Hein. Dans ces cas-là, tout le sens. Si je me permets, voilà, de faire de très belles choses avec ses mains, ça demande une très grande réflexion. Il est là, parce que là, on tourne autour, mais le vrai sujet là, il n'y a pas de passerelle. Moi, on va être très clair. J'ai à peu près 50 demandes par semaine, d'accord? Pour rentrer dans le centre de formation. 50 demandes par semaine. Donc, c'est simple. Je ne vais pas postuler alors. Voilà. Non. D'accord. Et là-dedans, je peux dire oui à qui? Aux demandeurs d'emploi, parce que c'est financé, en l'occurrence chez moi, par la région Hauts-de-France. Super, et merci. On les accompagne. On les accompagne, et jusqu'à ce qu'ils aient un travail, donc ou une reprise d'entreprise, c'est très très concret. Et je peux dire oui à qui? Aux salariés qui demandent une reconversion, parce que c'est l'OPCO de leur branche qui va financer. Au milieu, j'ai des jeunes, des parents en l'occurrence, dont les enfants sont entre collège et terminale. Madame, comment on peut faire? On veut voir, on veut venir, Et voilà, c'est ça son truc. Et là, il n'y a pas de financement. Je peux rien faire. Il n'y a pas les passerelles même. Dès qu'il y a un mineur, je ne peux pas le prendre moi déjà, en formation. Même à partir de 16 ans? Je ne peux pas le prendre. Ça ne rentre pas dans les critères. Ou alors, il faut que je devienne complètement privé et que je dise aux parents, voilà, il aura un travail, il va être formé pendant X temps, mais ça coûte tant. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de dire, on défend des savoir-faire rares, on fait une transmission métier dans les règles de l'art, il y a de l'emploi derrière, et parfois, j'entends des gens qui disent, non, mais il n'y a pas de job dans ce métier. Non. Diane, juste, il y a beaucoup de demandes combien d'emplois non pourvus ou qui ont disparu dans la sellerie? Parce qu'il n'y a plus qu'une entreprise qui font des selles de chevaux. J'ai vu que sur les voitures, voilà. Combien il y aurait d'emplois à pourvoir là? Il y a plusieurs. La Maro, sur la maroquinerie, il y a une demande énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite et en clair, il y a 4 ans, il y a les 10 000 postes et là aujourd'hui, c'est exactement les baby boomers. Aujourd'hui, il reste entre 3 et 5 000 postes à pourvoir en Maro. C'est bien pour ça que toutes les grandes maisons créent aussi leur centre, un peu leur centre, leur école en tout cas, on va dire. Voilà, dans la serre et garnissage, on a des scellés garnisseurs qui ferment aujourd'hui leur activité parce qu'ils n'ont pas de repreneurs. On a des bureaux d'études qui cherchent des celliers. On a tout l'univers de la déco, du mobilier. Tout ça, c'est un métier qui peut s'appliquer en transverse, qui est polymorphe et sur lequel on a des demandes énormes. Merci. Trop court ce débat aujourd'hui. Trop court. Vous reviendrez parce que c'est un sujet récurrent chez nous parce que le lien entre l'artisanat et l'emploi est évident. Merci à Diane Deblic, la fondatrice des ateliers français de la sellerie et de son centre de formation, avec dans ses cartons, là l'académie, voilà, si vous voulez la contacter. Et puis Mon Masque de France, il faut faire de la publicité, avec un copyright, c'est votre marque et c'est français, sauf les petits élastiques qui sont anglais. Romain Bertrand, Romain Bertrand, secrétaire général de l'association Profence, allez sur le site qui vous donne les chartes si vous êtes intéressé, les règles à suivre, les obligations et le cahier des charges. Qui s'adapte à l'économie. Voilà, et évidemment on a compris qu'on pouvait être aussi origine France sans être 100% français parce que c'est pas possible tout le temps. On peut 100% fabriqué en France, c'est 50% de ce qui compose le produit. Voilà. Mais c'est 100% fabriqué en France comme madame. Joël Fourny, merci, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci. Venez nous rejoindre.
rejoindre ensuite en présentiel, qu'on puisse prolonger ce débat avec vous, évidemment. Merci de nous avoir accordé ce petit moment. Et puis, évidemment, notre émission n'est pas encore terminée. On est dans Fenêtre sur l'emploi. C'est la dernière rubrique. On parle d'emploi, évidemment, mais on parle de recrutement d'une manière assez originale. C'est tout de suite. On parle aujourd'hui du recrutement dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Éric Gélé, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président Europe du Sud, c'est très précis. C'est aussi un vice-président Europe du Nord. C'est ça, une bataille entre le Nord et le Sud de Smart Recruiters. Comment on le dit d'ailleurs ? Smart Recruiters. Recruiters, je l'ai bien dit ? Oui. Vous développez une méthodologie. Alors on a dans cette rubrique beaucoup de personnes qui nous parlent de leur technique pour recruter. Différentes manières. Vous, c'est le recrutement par un logiciel de recrutement assez particulier. Par le smartphone et le SMS ? Alors, on est éditeur de logiciels. À la base. À la base. Donc, on édite un logiciel de recrutement qui va favoriser notre mission au niveau monde, c'est de connecter les emplois aux gens. Donc, l'offre et la demande. L'offre et la demande. On est parti du constat qu'il y avait plein de gens qui cherchaient un poste. On vient de l'entendre. Un job. Et il y avait plein d'entreprises qui cherchaient évidemment des nouveaux employés. Du coup, on essaye, nous, d'être au milieu et de favoriser... Dans le monde entier. La connexion, puisqu'on est une société mondiale. Même si on n'est que 300, on est au niveau monde. Donc ça, on est parti de un constat assez classique, un besoin assez classique. Les solutions de logiciels existent depuis longtemps, rien de nouveau. Nous, on est une nouvelle génération d'outils, la plateforme elle est commercialisée depuis 5 ans. Et pour revenir à votre sujet... Qu'est-ce que vous apportez de plus, finalement, qu'à ce... Alors, aujourd'hui, quand on parle d'un recrutement moderne, on doit offrir plein de fonctionnalités que les candidats attendent, que les recruteurs attendent. On va parler de chatbot, on va parler de smart message. Donc c'est... Chatbot, la petite fenêtre qui apparaît comme ça, poup, exactement. Et on vous dit, tiens, on cherche tel job, on s'adresse directement à vous ? Trois choses que font un chatbot en général. Ils vont formuler la demande, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions au candidat qui n'a pas forcément un CV. On parle par exemple dans le retail, dans la grande distribution ou dans le commerce, je prends l'alimentation fast-food et autres. On va pouvoir reconstituer un CV, tout simplement en posant la question, est-ce que tu as déjà travaillé, depuis quand tu as travaillé, parce qu'on n'a pas besoin de 15 pages de CV. Voilà. Donc on va reconstituer un CV via un chatbot. Pour servir des hamburgers, pour le dire simple, ça va très vite. Il y a quelqu'un qui pose la question ? C'est virtuel ou c'est automatique ? C'est de l'intelligence artificielle. Exactement. Ensuite, on va augmenter l'engagement. Ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire que les candidats vont répondre beaucoup. C'est interactif, donc on augmente son niveau d'engagement côté candidat. On est pris dans le jeu de la réponse et des questions. Et on répond. Et comme tout ça c'est fait sur un terminal mobile, aujourd'hui 60% des candidatures sont sur terminal mobile. Vous constituez grâce à ça en fait un peu le portrait robot, le CV robot de la personne. Derrière, évidemment, le recruteur peut trier, filtrer. Permettez-moi pour le voir clairement, parce qu'il nous reste peu de temps, ça va dans quel sens ? C'est moi qui veux aller trouver un petit job parce que je suis étudiant et donc je contacte l'entreprise qui vend les hamburgers et vous passez derrière ? Comment ça se passe ? Souvent, c'est effectivement l'entreprise qui va poster un job sur son site institutionnel ou sur des job boards. D'accord. Et là, votre logiciel finalement vient chercher. Fait le go-between. La demande qui a été faite par l'entreprise. Donc ça, c'est la partie chatbot qui accélère et qui améliore l'efficacité. Et SMS. Et évidemment, la partie smart message. Pourquoi smart message aujourd'hui ? Les emails, tout le monde en a plein dans sa boîte. Ouais. Tout le monde ne les lit pas. Les SMS, on les lit en général. Les SMS, on est sur un taux d'ouverture de 95%. Ouais, c'est vrai ça. Ça, c'est très vrai. Tout le monde ne lit pas, c'est mal. Ça, c'est vrai. Et oui, on est parti de là. Je sens un petit reproche là. Et du coup, on est parti de 95% de taux d'ouverture, ce qui est énorme, ce qui fait que ça augmente évidemment le taux de réponse des candidats. Ça va augmenter la vitesse de recrutement, notamment par exemple, vous prenez l'intérim, les gens ils ont besoin de quelqu'un pour demain, ils ont besoin de vite. Du coup, un petit message. On a franchi un cap là. Avant, on envoyait un mail, des lettres. Là aujourd'hui, c'est SMS mais direct. Là, le candidat est en contact direct avec l'entreprise ou vous êtes un go-between, mais donc excusez-moi, le SMS que je le reçois de l'entreprise de hamburger. Absolument. D'accord. Vous n'existez pas en fait. Vous êtes en back office de cette affaire. On fournit l'outil. Ouais, c'est ça. Et simplement, l'entreprise de hamburger me dit bonjour monsieur. Le poste est vacant, vous pouvez venir à telle heure. Quand c'est du SMS, c'est le recruteur qui communique directement avec le candidat. Quand c'est du chatbot, c'est de l'intelligence artificielle et c'est une machine. Et derrière, c'est Smart Recruiters. Nous, on est juste la plateforme, la solution informatique.
Donc, en amenant la possibilité au recruteur d'aller encore plus vite dans son processus de recrutement. C'est de ça dont il est question. C'est l'objectif de, voilà, pour voir les postes à temps, on time, hein, c'est vraiment le point clé aujourd'hui. C'est-à-dire que peu importe de recruter en 45 jours, en 30 jours, en 8 jours. Il faut l'avoir là. Ce qui compte, c'est au bon moment. J'ai besoin de quelqu'un au 1er décembre, il faut qu'il soit. On a bien compris, dans des postes particuliers, effectivement, de retail, de grande distrib, mais aussi de relations clients. On cherche un nouveau directeur financier, il faut qu'il soit là au 1er décembre. C'est ça qui est la date. Ce qui est important, c'est la date de démarrage. Vous faites pareil, il reçoit un SMS, le directeur financier, ou c'est plus pour des postes, je dirais, à moins. Aujourd'hui, c'est vraiment tout. Tout le monde. Il n'y a pas de religion là-dessus. Personne. Si vous permettez. Ouais, mais rapidement, parce qu'on est en retard. Comment vous attrapez les offres sur les sites institutionnels des entreprises? Très court. Les entreprises diffusent leur poste, d'accord, sur leur site institutionnel. Ça, c'est le premier point. Et vous allez les chercher. Non, mais nous, on vend notre logiciel aux entreprises. C'est ça, d'accord. Voilà. Donc vous êtes agrégé. Au truc. Voilà, vous êtes agrégé. C'était une excellente question de Diane Debuc qui va bientôt animer cette émission avec moi. Merci de m'avoir accompagné. Merci Éric Gélé, vous êtes vice-président Europe du Sud de Smart Recruiters, parce qu'il y a aussi un vice-président Europe du Nord. Il faut le préciser. Et ce n'est pas une filiale de Bismarck. Exactement. Et c'est une entreprise mondiale qui, grâce à des outils informatiques très très performants, met en relation l'offre et la demande. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisatrice et puis à Fanny Griesmer, bien entendu, que je remercie chaque jour. Merci à Diane Deblic, merci à vous. Merci à vous qui réagissez beaucoup sur les réseaux sociaux, très actifs, et merci de votre fidélité. Portez-vous bien et on se retrouve demain. Bye bye.